Salut! Heureux de te retrouver ici. Passons un super moment. Retrouve toute la collection de livres d'analyse sur l'âme-de-l'œuvre.fr. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez fascinante, je trouve, des fables de La Fontaine. Et plus précisément, le livre 6. Exactement, le livre 6. On a souvent cette image un peu scolaire, de conte pour enfants. Oui, tout à fait. Mais en fait, les sources qu'on a là, une sélection de ces fables, montrent que c'est bien plus profond que ça. Ce sont de vraies leçons sur la nature humaine. Absolument. Notre mission aujourd'hui, ça va être de décortiquer un peu ces textes pour en sortir la sagesse. Et on va voir comment La Fontaine, à travers ses animaux, nous dresse un portrait parfois un peu cruel de la société. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous donne lui-même la clé dès le début de ce livre. Dans Le Pâtre et le Lion, il écrit une phrase qui résume tout son art. Ah oui? Une morale nulle apporte de l'ennui. Le conte fait passer le précepte avec lui. C'est ça son génie. Il ne veut pas nous asséner une leçon. Non, il nous raconte une histoire. Voilà. Il veut nous captiver pour que la morale s'infuse en nous, presque sans qu'on s'en aperçoive. Instruire, oui, mais surtout, Plaire, c'est un excellent point de départ. Alors, commençons ce voyage par le premier piège, peut-être le plus courant, celui des apparences. Et la fable « Le cocher, le chat et le souriceau », c'est un exemple parfait. On a un jeune souriceau, complètement naïf, qui raconte sa première sortie du nid. sa première aventure. C'est ça. Et il croise deux animaux. Le premier, il le décrit comme un monstre, je cite, turbulent et plein d'inquiétude, avec la voix perçante et rude. Et un morceau de chair rouge sur la tête. C'est une description terrifiante du point de vue d'une souris. C'est le coq, bien sûr. Évidemment. Et juste après, il envoie un autre, doux, bénin et gracieux, avec un pelage velouté comme nous. Ah, là, il sent en confiance. Totalement. Il a un modeste regard, il pense que c'est un ami de la famille, quoi. C'est le chat. C'est incroyable comme la perspective change tout. Pour un souriceau, le coq, c'est un monstre de film d'horreur. C'est exactement ça. Du coup, il a une peur bleue du coq et il s'apprêtait à aller sympathiser avec le chat, Le prédateur absolu. le tueur de sa famille. Heureusement, sa mère intervient. Et la leçon de la mère, elle est brutale. Mon fils, ce doucet est un chat qui, sous son minois hypocrite, contre toute ta parenté d'un malin vouloir est porté. Pas de pincette. Aucune. Et la morale finale, c'est devenu un proverbe. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. C'est fou comme c'est actuel. Ah mais c'est totalement d'actualité. Aujourd'hui, on jugerait sur un profil Instagram une photo bien choisie. La Fontaine nous alerte déjà sur le décalage entre l'image et la réalité. Et cette idée que ce qu'on admire le plus peut devenir notre perte, on la retrouve de manière encore plus tragique, je dirais dans Le cerf se voyant dans l'eau. Ah oui, celle-ci est magnifique. La scène est superbe. Un cerf s'admire dans le reflet, obsédé par ses bois magnifiques. La beauté de son bois. Il est hypnotisé. Mais en même temps, il méprise ses jambes. Il les trouve trop fines, des jambes de fuseau. Il se lamente. Quelle proportion de mes pieds à ma tête. Et toute la fable repose sur cette ironie dramatique. Parce que, bien sûr, un chasseur arrive. Forcément. Et qu'est-ce qui le sauve au début ? Ce sont ses jambes, fines et agiles, qu'il détestait tant. Elles lui donnent une vitesse folle. Et ces bois magnifiques, cet ornement dommageable, comme l'écrit La Fontaine, ils se prennent dans les branches, le piège et cause sa mort. C'est une métaphore tellement puissante. On passe notre temps à cultiver une image, une beauté, qui peut devenir notre propre prison. Exactement. Et la morale est limpide. Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile. Et le beau, souvent, nous détruit. La Fontaine nous demande qu'est-ce qui compte vraiment, l'esthétique ou la fonction, l'apparence ou l'efficacité. Et il montre bien que notre vanité nous pousse souvent à faire le mauvais choix. C'est une bonne transition vers notre deuxième thème, comment on se place face aux autres, notamment face à l'arrogance. Et là, bien sûr, le lièvre et la tortue. Le plus grand tube de La Fontaine. Impossible de passer à côté. Tout le monde connaît l'histoire, mais les détails du texte sont savoureux. Quand la tortue lance le défi, la réponse du lièvre est d'un mépris. Total. Il lui dit « Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. » L'élébore, c'était un remède contre la folie. En gros, il la traite de folle. C'est l'arrogance à l'état pur. Il est tellement sûr de son talent qu'il ne fait même pas l'effort. Pendant ce temps, la tortue, elle,
Elle se hâte avec lenteur. Il faut s'arrêter sur cet oxymore. C'est du génie. En 3 mots, il capture l'essence de la persévérance. Ce n'est pas la frénésie, c'est le progrès constant. Inexorable. Voilà. Pendant que le lièvre broute, dort, s'amuse à toute autre chose, il méprise tellement son adversaire qu'il méprise l'enjeu lui-même. Et la morale. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, tout le monde la connaît. Mais ce n'est pas une critique du talent en soi. L'arrogance et la complaisance que cette vitesse a créé. Ah, d'accord. La fable nous dit que le talent brut, sans discipline, sans travail, c'est un piège. C'est une leçon hyper moderne sur le fait que la constance et l'humilité l'emportent souvent sur la prétention. D'accord. Donc l'intelligence de la tortue, c'est la persévérance. Mais il y a une autre forme d'intelligence, plus discrète, la prudence. Oui, et on la voit très bien dans Le lion malade et le renard. Le pitch est simple. Le roi lion est malade, enfin, soi-disant, et il invite tous les animaux à la cour. Il leur promet un sauf-conduit, mais il y a un piège, c'est ça? Bien sûr, et le renard, lui, il le déjoue pas parce qu'il a des infos secrètes, mais parce qu'il sait observer. C'est un vrai détective. Que fait-il? Alors que tout le monde se précipite pour voir le roi, le renard reste à distance. Il regarde le sol. Et il remarque un détail crucial. Lequel? Il dit « Les pas empreints sur la poussière, tous, sans exception, regardent sa tanière. Pas un ne marque de retour. La logique est implacable. Toutes les traces vont dans un sens, » C'est ça. mais aucune ne revient. Mais est-ce que cette prudence, c'est pas aussi une forme de cynisme? Si tout le monde faisait comme le renard, la société ne fonctionnerait plus. C'est une excellente question. Je pense que La Fontaine ne nous dit pas d'être cynique tout le temps. Il nous dit d'être prudent face au pouvoir. La conclusion du renard est un chef-d'œuvre de sagesse politique. Je vois fort bien comment l'on entre et ne vois pas comment on en sort. C'est une mise en garde. Confiance, mais de pas être naïf. Cette prudence face au pouvoir, ça nous amène directement à notre troisième partie. Comment vivre ensemble? Qu'est-ce qui est le plus efficace? La force ou la persuasion? L'égoïsme ou l'entraide? Et pour la première question, Phébus et Borée est une démonstration magistrale. On a un concours entre Borée, le vent du nord, La force brute. et Phébus, le soleil, qui représente la douceur, la persuasion. Le but, faire enlever son manteau à un voyageur. Borée va à fond, il siffle, souffle, tempête. Mais ça ne marche pas. Au contraire, plus il est violent, plus le voyageur s'emmitoufle. La force engendre la résistance. Et ensuite, c'est au tour de Phébus. Et sa stratégie est l'exact opposé. Aucune violence. Il se contente de rayonner, de réchauffer l'atmosphère. Le voyageur a trop chaud et enlève son manteau de lui-même. Il a l'impression que la décision vient de lui. Exactement. Et la conclusion est une maxime de gouvernance. Plus fait douceur que violence. C'est une réflexion très fine sur le management, la politique. La coercition obtient des résultats à court terme, mais elle crée du ressentiment. L'influence, le soft power, c'est bien plus puissant. C'est la différence entre obliger et convaincre. Tout à fait. Et si on pousse cette logique des relations sociales, on arrive à l'entraide, ou son absence, comme dans la fable tragique, le cheval et l'âne. Ah, celle-là est terrible. L'histoire est simple et cruelle. Un âne est écrasé par sa charge, et il supplie un cheval, qui ne porte rien, de prendre une petite partie de son fardeau. La demande est plus que raisonnable. C'est une question de survie. Mais le cheval, décrit comme peu courtois, refuse avec mépris. Il fit une pétarade, nous dit le texte. Un refus brutal, humiliant. Et la conséquence est immédiate. L'âne s'effondre et meurt. Et c'est là que le piège de l'égoïsme se referme sur le cheval. La chute est d'une ironie cruelle. Le maître, en voyant ça, reporte toute la charge sur le cheval, et pas seulement la charge de l'âne. Non. La Fontaine ajoute, avec une sorte de jubilation un peu sombre, et la peau par-dessus encore. L'égoïsme du cheval n'a rien résolu, il a aggravé sa propre situation. La leçon est d'une clarté brutale. On ne peut plus clair. En ce monde, il se faut l'un l'autre secourir. Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe. C'est incroyable de modernité. On pourrait l'appliquer à une équipe au bureau. Mais complètement. Le collègue qui refuse d'aider celui qui est surchargé finit par hériter de tout le boulot quand l'autre fait un burn-out. La Fontaine nous dit que l'égoïsme est un mauvais calcul, que nous sommes interdépendants. Ce voyage à travers le livre 6 est vraiment fascinant. On part de la vanité personnelle, on voit comment la ruse déjoue l'arrogance, et on termine sur cette idée que ni la force, ni l'égoïsme ne sont des stratégies viables. Chaque fable est un petit drame humain. Absolument. Et pour terminer, il y a une dernière pensée, une sorte de mise en abîme offerte par La Fontaine lui-même à la fin de ce livre. Ah oui.
Dans son épilogue, il annonce vouloir faire une pause. Il dit d'abord avec beaucoup d'élégance « Loin d'épuiser une matière, on n'en doit prendre que la fleur ». Un conseil de modération. Mais il donne ensuite la vraie raison, c'est ça? Oui, et c'est là que ça devient vertigineux. Il avoue « Amour, ce tyran de ma vie, veut que je change de sujet, il faut contenter son envie. » Attendez. Pensez-y une seconde. L'homme qui vient d'analyser avec une rationalité parfaite les passions, les folies, les erreurs de jugement, ce maître de la raison, avoue être lui-même l'esclave d'un tyran, la passion amoureuse. C'est un retournement complet. Le moraliste est rattrapé par sa propre humanité. Précisément. Après nous avoir donné tous les outils pour naviguer le monde avec sagesse, il nous rappelle leur fragilité. Et ça nous laisse avec une question fascinante pour la route. Quelle est la véritable portée de la raison, même la plus aiguisée, face au pouvoir écrasant des passions? Même le grand La Fontaine, semblait-il, n'avait pas la réponse. Abonnement, j'aime, commentaire et partage, je t'en prie, pour diffuser mes fables et ma sagesse.